Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue à La Justice entre nous. Cette semaine, je reçois un invité qu'on n'a pas l'habitude de voir à La Justice entre nous, mais qui va nous parler de sujets très intéressants qui concernent le droit, mais au niveau municipal. Monsieur le maire, bonjour et bienvenue. Bien, merci de l'invitation. Bonjour. Oui. Écoutez, j'ai dit en introduction, on reçoit quelqu'un qu'on n'est pas habitué. En fait, dans mes souvenirs, parce que ça fait quand même 25 ans que La Justice entre nous existe, j'étais très, très, très jeune. Et le seul politicien à mon souvenir qu'on a reçu, c'était le député provincial Roger Paquin, qui nous avait expliqué un peu le processus d'adoption des lois. Sujet qui avait su bien traiter, c'est un professeur. Monsieur le maire, moi, j'ai pensé à vous en me disant, je pense que dans l'opinion du public, j'essayais, je ne sais pas si c'est démystifier, mais peut-être de situer les gens par rapport au processus, parce que souvent, on entend parler de maire. Bon, je vais donner l'exemple à Laval. L'ancien maire de Laval, là, son nom m'échappe. M. Vaillancourt. Hein? M. Vaillancourt, bon, pourtant, qui visiblement, c'est pas un reproche, mais qui gérait la ville comme son royaume, avec tout ce que l'on a appris par ailleurs en dessous. Alors, les gens ont souvent cette impression. J'écoute aussi des fois, j'entendais hier, est-ce qu'on dit Mme la maire ou la mairesse de Montréal, qui parlait au je. Puis là, ça me rappelait que les gens ont l'impression que le maire ou la mairesse, c'est lui ou elle qui mène. Et c'est de ça dont je voudrais que vous nous entreteniez aujourd'hui. Bien, effectivement, d'abord, dans notre système, le maire occupe une fonction importante dans la municipalité. C'est le représentant officiel de la municipalité. Le maire a quand même un pouvoir de contrôle, de surveillance sur toute l'administration, sur tout l'appareil municipal, les fonctionnaires, etc., les différents services. Donc, c'est le maire est la figure de la municipalité. Donc, c'est normal un petit peu que les gens aient cette impression-là. Mais aussi, je dirais que, de façon générale, les gens connaissent peu ou mal les différents paliers gouvernementaux. On mélange souvent les paliers fédéraux, le palier fédéral, le palier provincial et le palier municipal. Les gens ne comprennent pas bien la distinction des différents pouvoirs et juridictions. Et justement, vous avez été dans le passé conseiller municipal à une époque, là, je me souviens. Oui, de 2009 à 2013. Bon. Donc, vous avez eu vous avez fait votre baptême du feu au municipal à titre de conseiller. Ensuite, pour les gens qui suivaient un peu, vous étiez pas mal présent, je pense, à presque à tous les conseils, ou en tout cas très régulièrement au conseil. Donc, vous avez vu aussi, je peux dire ça comme ça, le côté du citoyen, plutôt que le côté politique d'une décision, là, par rapport à l'application d'une politique. Maintenant, comme maire, vous réussissez assez bien à conjuguer l'ensemble, c'est pas une question piège, là, à conjuguer le politique avec la nécessité ou les besoins du citoyen de la municipalité. Mais je pense que ce qui est important, c'est qu'on se rappelle toujours pourquoi on est là. Hein? On est toujours là dans l'intérêt des citoyens et de garder tout le temps ça en tête. Donc, effectivement, peu importe ce qui se passe, quand on travaille toujours, on prend des décisions toujours en fonction de cet intérêt-là, dans l'intérêt du plus grand nombre, mais je pense qu'on peut difficilement se tromper. Mais je reviens à votre première question. Même moi, avant d'être conseiller municipal, avant de m'intéresser à la politique municipale, je ne soupçonnais pas l'importance de ce palier-là. Les gens pensent que, la ville, les rues se nettoient tout seul, l'eau, on peut tirer la toilette, ça fonctionne. C'est de la magie, tout fonctionne, le déneigement, il n'y a pas de dossier important. Mais non, j'ai réalisé avec les années que
le palier municipal est extrêmement important. C'est le palier gouvernement, on le dit souvent, c'est le palier le plus près des citoyens. Une importance majeure au niveau de la qualité de vie, au niveau de l'environnement, au niveau du développement urbanistique. Nos rues, notre ville, est-ce qu'elle est belle, elle n'est pas belle? C'est la ville qui détermine les règles d'urbanisme, etc. Donc, moi, c'est le centre-ville. Hein. Vous savez, on est venu me chercher en 2002 pour devenir directeur général de rue principale Vieux-Saint-Jean, l'organisme qui s'occupe de la revitalisation du centre-ville. Et c'est là que j'ai commencé à m'intéresser à la politique municipale et à voir son importance. Et là, je suis un gars de conviction, donc je travaillais cœur et âme à mon développement du centre-ville. Et là, je me suis dit, si je veux aller plus loin, si je veux que la ville aille plus vite, bien, j'aurais tout avantage à passer du côté politique. Et c'est là, en 2009, j'ai décidé de me lancer en politique. Je suis devenu conseiller municipal avec M. Dolbec. Et puis, première raison, pour travailler au développement du centre-ville. Bien, par la suite, bon, je me suis rendu compte que le conseiller municipal ne pouvait pas faire nécessairement ce qu'il voulait. Les décisions au conseil se prennent à la majorité, donc la ville est divisée en 12 districts. Ça, c'est une autre chose que les gens aussi ont de la difficulté, oublient. Ouais. Puis le taux de participation aux élections municipales sont de l'ordre de 40 %, donc c'est relativement peu. Donc les gens ne connaissent pas, s'y intéressent pas, ne comprennent pas non plus pourquoi Souvent, les gens arrivent à l'isoloir et ils ont 2 bulletins de vote, ils ne comprennent pas pourquoi ils ont deux élections simultanées. Au palier provincial, au palier fédéral, on a seulement un bulletin. On ne vote pas pour Justin Trudeau, on vote pour Jean Rioux, puis c'est le chef du parti qui a élu le plus de députés qui devient premier ministre. Au niveau municipal, c'est pas ça. On a 2 bulletins. On a un bulletin pour voter pour le maire et on a un bulletin pour voter pour le conseiller. Et donc, ce qui s'est passé à la dernière élection à Saint-Jean, c'est que moi, j'ai été élu. J'ai été le candidat qui a obtenu le plus de votes. Donc, je suis maire de toute la ville. Oui. Mais seulement 3 des membres de mon équipe ont été élus. Donc, sur 12? Sur 12. Donc, il y a eu 3 conseillers indépendants et 6 candidats de l'équipe Fecto. Donc, ce qui me place dans une situation minoritaire. Est-ce que, justement, quand j'entends ou je pense à leadership, là, vous devez composer avec les attentes ou les besoins des groupes. Mm-hmm. Je ne sais pas si les indépendants, je ne pose pas la question, mais je ne sais pas si les indépendants travaillent un peu ensemble ou sont vraiment indépendants. Puis comme je cherche pas à le savoir, j'essaie de comprendre. Finalement, eux, ils suivent selon... Puis c'est correct, là, ils suivent selon ce qui les satisfait. Mais vous, est-ce que ça nuit, au poste de maire, est-ce que ça nuit à l'application ou au leadership du maire ou ça vous force à trouver des solutions mitigées? Bien, on doit effectivement travailler pour trouver des positions qui viennent rassembler la majorité des membres du conseil. Au niveau des indépendants, pour répondre à votre question, je dirais que oui, sont relativement très indépendants, à vrai dire. Du côté des membres de l'équipe Fecto, jusqu'à présent, on les voit voter en bloc, selon une ligne de parti. Donc, jusqu'à présent, tous les votes ils ont toujours voté de façon symétrique, commune. Donc, on espère dans le futur que les gens sortiront de cette logique-là, parce que au niveau municipal, la logique de ligne de parti n'a pas sa raison d'être. Au niveau provincial, au niveau fédéral, notre système parlementaire fait en sorte que le gouvernement doit toujours conserver la confiance de la Chambre. Donc, le jour où le gouvernement perd un vote à la Chambre des communes ou à l'Assemblée nationale, le gouvernement tombe. Donc, de là l'importance de conserver, de maintenir la ligne de parti. Et là, vous voyez, les différents partis toujours voter systématiquement, peu importe leur conviction. Au niveau municipal, il n'existe pas ce principe-là de responsabilité ministérielle. Donc, il n'y a pas de logique. Dans le fond, les citoyens sont élus par leurs électeurs dans leur district. Ils devraient normalement travailler dans l'intérêt de leurs citoyens. Oui. En fait, vous voyez, c'est intéressant. Je ne m'étais jamais attardé à penser à ça, la ligne de parti. En fait, dans une municipalité, puisque c'est un gouvernement, je vais appeler de proximité, c'est effectivement le day-to-day, le jour au jour, c'est le gouvernement municipal qui nous gère. Puis les élus sont c'est comme un conseil des ministres, dans le fond. Ils n'ont pas...
il n'y a pas un législatif puis un exécutif. Donc, c'est l'ensemble des élus qui prennent les décisions. Donc... Et dans ce système-là, on entend souvent le mot « en plénière ». Oui. Puis pour monsieur, madame, tout le monde, c'est derrière des portes closes ou c'est... non, on discute de tout, on n'est pas toujours obligé de faire ça sur la place publique? C'est une excellente question. Ce qu'il faut comprendre, c'est que concrètement, premièrement, le maire à Saint-Jean, c'est le seul élu qui est à plein temps. Moi, ça m'occupe vraiment plus qu'à plein temps. Mais l'ensemble des conseillers ont, pour la plupart, un autre emploi ou sont près de la retraite. Donc, en théorie, c'est un travail à temps partiel. Certains mettent plus d'heures que d'autres, définitivement. Et puis, mais c'est les lundis soirs. Tous les lundis à 5 heures, donc après la journée de travail, tous les élus se réunissent à la ville de Saint-Jean pour discuter des différents dossiers qui seront éventuellement à l'ordre du jour. Donc, c'est ce qu'on appelle le comité plénier. D'accord. Donc, pour l'instant, c'est des réunions qui sont à huis clos, derrière des portes fermées. Et puis, mais il y a des discussions et des gens qui pensent que ces discussions-là devraient avoir lieu en public. Donc, effectivement, définitivement, si ces réunions-là étaient en public, c'était diffusé, oui. La dynamique changerait. Oui, pas mal certain. Et là, je prends pas... on parle de politique générale. Là, je parle pas de... Je cible pas personne en riant. Non, j'imagine que ça changerait un petit peu la dynamique des interventions. Quoique j'ai jamais assisté à une plénière, alors je sais pas comment... Bien, souvent, le conseil municipal invite des gens pour venir présenter des projets. Vous avez... exemple, la télévision du Haut-Richelieu veut développer un projet, vous aurez besoin de l'appui de la municipalité. Donc, les représentants vont se présenter au comité plénier pour faire leur présentation. Donc, on a des réunions à tous les lundis, systématiquement, sauf durant les vacances. Mais il y a une semaine sur deux, 2 fois par mois, finalement, lors des réunions du conseil, le plénier est raccourci. À 19 h, on change de l'autre côté en public pour la séance publique. On invite les gens à y aller. Oui. Moi, je dis aux gens, allez-y au moins une fois. Je vous promets que je vais y aller moi aussi. Allez assister à... En tout cas, moi, j'ai toujours eu l'impression, tout est réglé d'avance, mais c'est pas ce que je lis dans le Canada français. C'est pas toujours réglé d'avance. Oui, j'y reviens, mais effectivement, on invite les gens à venir nous rejoindre aux séances du conseil. Mais depuis mon arrivée, nous avons rendu public on diffuse en direct les séances du conseil. Ouais. Donc, hier soir, à 19h30, les gens pouvaient syntoniser la chaîne YouTube de la Ville et suivre en direct la séance du conseil. Et la séance, on peut la réécouter en rediffusion par la suite. Mais je mentionne aussi la télévision du Haut-Richelieu qui a une émission sur le conseil municipal. Et beaucoup de gens m'en parlent. Les gens me disent « je t'ai vu au conseil ». Et là, je les questionne de savoir de quelle façon est-ce qu'ils ont suivi en direct. Mais beaucoup de gens s'intonisent. La télévision... D'ailleurs, je fais un petit aparté. Quand Vidéotron a acquis Télémétropole, et on me corrigera, le directeur me corrigera si je dis des âneries, on m'avait demandé d'être porte-parole des télévisions communautaires, comme on disait à l'époque. Et ce que j'ai présenté, puis il n'y a personne qui m'a dicté, là, j'ai dit ce que j'avais derrière la tête, c'était que c'était le seul organe régional maintenant. Il y a le journal, là, mais qui a son type, le papier, mais c'est le seul organe, parce qu'aujourd'hui, bulletin de nouvelles, là, on parle rarement on parlera pas de Saint-Jean-sur-Richelieu, on parlera pas de Granby, on parlera pas, à moins que ça soit quelque chose d'extraordinaire qui est arrivé, malheureusement, habituellement des sinistres. Mais sinon, c'est le seul organe. C'est important, puis oui, c'est une chose qui est... Moi, je pense que les gens le savent, là, je suis le président du conseil de la télé du Haut-Richelieu. C'est important qu'on se sert aussi d'appareils de diffusion des conseils de ville. Donc, les gens peuvent suivre par les émissions de la télévision du Haut-Richelieu, par la chaîne YouTube, ou venir se présenter au conseil municipal. Et il y a de plus en plus de gens qui suivent les travaux du conseil. Moi, je pense que pour la démocratie, c'est extrêmment positif. Mais j'aimerais ça revenir sur la question Oui, parce que là, j'ai fait un propos éditorial. Donc, je partage l'opinion. Mais le comité plénier, quand je suis arrivé au conseil municipal en 2009,
C'est une des choses que je déplorais. Souvent, on faisait des débats au plénier derrière les portes fermées et on débattait différents points de vue. Et là, mes points de vue n'étaient pas nécessairement... Je ne gagnais pas nécessairement mes combats ou mes argumentations. Donc, moi, ce que je faisais, c'est que quand j'arrivais de l'autre côté, où il y avait une résolution, mettons, j'étais en désaccord. Lorsque j'arrivais de l'autre côté, je manifestais, je votais contre la résolution et j'expliquais aux citoyens pourquoi je suis contre telle décision. Et ça l'irritait beaucoup. Le maire, ça changeait les habitudes parce que eux, ce qu'ils me répétaient, c'est « Voyons, Alain, tu as perdu. » On ne revient pas là-dessus. On ne revient pas là-dessus. On a discuté en plénier, derrière les portes fermées. Tu es minoritaire maintenant. On l'a devant le public, soyons unanimes. Donc, rallie-toi à la majorité. Puis, bien, vous comprenez que c'est la démocratie qui en écope. Donc, je me suis toujours, pas offusqué, mais toujours objecté à cette façon de faire-là. Et lorsque j'étais en désaccord avec une décision, je vais toujours manifesté mon désaccord. J'ai toujours expliqué les citoyens, les tenants, les aboutissants. Et évidemment, moi, en faisant mon plaidoyer pour ou contre, bien, ça obligeait les autres conseillers à expliquer l'autre côté de la médaille. Exact. Et là, c'est là que le bas blesse. C'est là souvent qu'on voit les électeurs sont en mesure de mieux connaître, de mieux apprécier leurs élus. Et maintenant, avec mon arrivée, bien, c'est justement, en étant maire, je pousse beaucoup dans cette direction-là. Je refuse qu'on tienne uniquement des débats derrière les portes fermées, en plénier, et qu'on arrive devant le public avec toutes des décisions déjà pré-mâchées en toute vitesse et qu'on passe finalement... Est-ce qu'on peut dire finalement une décision politique? Là, hein? S'il y a un côté politique à la décision, bien, les citoyens ne le savent pas. S'il y a une discussion, bien, au moins on peut savoir. En fait, moi qui suis avocat plaideur, rien de mieux qu'un bon débat pour connaître les positions. Puis des fois, on fait comme « Oh, moi, j'avais pas vu ça comme ça. » Exact. Alors, autant pour les citoyens, là, que ça rende la chose intéressante parce que s'asseoir puis cloc, cloc, cloc. Exactement. Récemment, j'ai proposé au conseil municipal de rehausser les exigences du code d'éthique des élus de la ville de Saint-Jean. Oui. Ce que j'ai fait, c'est que j'ai lu les différents codes d'éthique des différentes municipalités au Québec, avoisinantes, Gatineau, Sainte-Julie, Brossard. Et j'ai rassemblé ce qui était, à mon avis, les meilleures pratiques ou les meilleurs éléments de différents codes d'éthique. Je les ai rassemblés ici à Saint-Jean et je les ai proposés à la table du conseil. À votre sourire, j'imagine que ça n'a pas été bien reçu. Non, ça n'a pas été bien reçu. Ah bon? Et puis, j'aurais pu, sous l'Ancien Régime, on aurait tout simplement mis ça dessous la couverte, puis on aurait ramené l'Ancien Code d'éthique, puis personne n'aurait rien vu. Ouais. Ce que j'ai fait, c'est que j'ai quand même maintenu ma proposition. Je l'ai déposée sur la table. Et ce qui a obligé, finalement, les conseillers, l'ensemble, pas l'ensemble, mais une majorité de conseillers, à venir s'opposer, à venir s'objecter à ce nouveau code d'éthique-là. Donc, moi, je pense que c'est important que les élus, que les électeurs voient ça, viennent connaître les aspirations et les motivations de leurs conseillers. Un autre bon exemple, c'est les terrains de golf. Oui, je pense que ça s'est réglé, là. Ben non, je pense que c'est pas réglé. Je pense pas réglé. Bon, voyez. Je pense que je vais me mettre à suivre les débats du conseil. Je pense qu'on en a pour quelques années encore. Okay. Puis ça va possiblement se régler aussi certainement être un enjeu lors de la prochaine campagne électorale. Ah oui, à ce point-là. J'étais à l'interne, donc depuis 2009, je connais les intentions des élus de la ville de Saint-Jean d'aller de l'avant avec le dézonage des terrains de golf. On a appris récemment, avec la venue de TVA à Saint-Jean, que la maire avait même, en 2011, contacté le propriétaire du Golfe des Légendes pour l'aviser que la ville avait l'intention de changer le zonage du terrain de golf. Donc, pour en faire un développement domiciliaire. Pour en faire un développement domiciliaire. Donc, moi, dès le début, j'ai dénoncé cette situation-là. Et on me disait, quand j'en parlais en public, on me disait, ben non, Alain, il n'y a pas de projet, il n'y a pas rien, il n'y a pas de problème, il n'y a pas de lieu de s'inquiéter, il n'y a pas de projet. En 2013, lorsque je me suis présenté à la mairie, j'en ai fait un enjeu électoral aussi. On me dit, ben non, Alain, il crie au loup, il n'y a pas de projet, il n'y a pas de projet. Même chose en 2017.
Et là, j'ai été élu en 2017, donc j'ai pris mon engagement qu'on maintiendrait les zonages, protégerait les zonages des terrains de golf, protégerait l'ensemble des milieux naturels, les boisés adjacents, évidemment, au terrain de golf. Et ce qui a fait en sorte que ça a forcé les conseillers qui souhaitaient aller de l'avant avec le dézonage de sortir... en débattre. D'en débattre et de se mettre à jour. Donc, moi, je pense que c'est important que les électeurs sachent qui sont les élus à la tour de la table qui sont en faveur des changements de zonage. J'ai le mot à visage découvert, mais peut-être que j'exagère un peu en utilisant ce mot-là. Il y a une chose que je voulais vous dire, justement, en rapport à ça, là, la fameuse question d'environnement, où souvent, corrigez-moi, mais quand on veut défendre l'environnement, on se fait mettre l'étiquette de gauchiste environnementaliste. Pourtant, moi qui ne suis pas originaire de Saint-Jean, bien que j'y habite maintenant depuis 35 ans, je vous certifie, Joannet. Là, oui, maintenant, oui. Je me souviens qu'au début des années 80, mes amis, la famille qui venait, on venait de la Rive-Nord, qui venait à Saint-Jean, me disaient, puis moi, je me souviens la première fois, wow, quelle belle ville, moi qui aime l'histoire, une ville remplie d'histoire, blablabla. Là, on se souvient des années 90, où c'était mort, le centre-ville mourait, bon. Finalement, les années 2000, qu'on soit d'accord ou pas, il y a eu la revitalisation sous le régime de M. Dolbec, les aménagements. Enfin, ça rend la ville plus belle. Je lis que probablement comme vous, maintenant, des gens disent, pouvez-vous vous occuper des autres quartiers, anciennes municipalités, là? J'imagine que ça va venir. Mais là où je veux en venir, c'est ce volet que c'est une belle ville, c'est une vieille ville, c'est une belle ville parce qu'on a un environnement. On a un bel environnement. On est encore à la campagne. Et est-ce que vous... C'est pas une ville dortoir. Laval, là, moi, j'ai vécu, là, ça arrive nord, j'ai vu Laval se développer. C'est une ville dortoir. C'est des maisons partout. C'est une ville simple. C'est important qu'on travaille justement à la revitalisation du centre-ville. Le centre-ville, c'est pas un quartier parmi les 12. Hein. Le centre-ville, c'est le centre-ville de toute la municipalité. Ouais. Et si on veut être attractif, si on veut attirer des gens d'affaires, si on veut inviter les gens à venir vivre ici, on se doit d'avoir un centre-ville, pas moribond, mais un centre-ville dynamique. Ouais. Puis on voit aujourd'hui l'arrivée de beaucoup de jeunes commerçants, des commerçants dynamiques, pas des bannières, c'est des gens des entrepreneurs qui sont imaginatifs, qui tirent leur épingle du jeu, des beaux commerces. Donc, je pense que c'est important pour l'ensemble de notre municipalité. Mais oui, il faut s'occuper de tous les quartiers. Puis, au niveau environnemental, oui, vous avez raison, on est rapidement catégorisé de gauchistes, ou d'environnementalistes. Puis souvent, on nous dit, bon, il ne faut pas que l'environnement freine l'économie, mais il faut arrêter de confronter l'environnement à l'économie, et les deux doivent travailler ensemble. On ne doit pas développer en détériorant notre environnement. Au contraire, on doit développer en favorisant le développement puis l'expansion de nos milieux naturels et de nos milieux boisés. Ce qu'il faut comprendre, c'est qu'à Saint-Jean, on a déjà été trop loin. Il nous reste environ 5 ou 6 de notre territoire encore en milieu naturel. On parle des objectifs à atteindre seraient de l'ordre de 17 Donc, on a déjà coupé trop de milieux naturels. Et là, on nous dit, regarde, on va en couper juste 40 ce petit bois-là, on va en couper 40 Ben non. C'est sur l'ensemble. Non. Ce qu'il faut, le peu qui nous reste, il faut le conserver. Il faut travailler à étendre, à améliorer notre bilan environnemental. Bien, je m'excuse. Dans un cas comme ça, justement, le pouvoir... Est-ce que le maire, je répète encore, peu importe qui il est ce que le maire a un pouvoir de veto ou peut, dans des cas semblables, dire non, je m'oppose à ça, ou oui, on y va, go, abattons tous les arbres? Bien, une bonne question. Les maires dans les municipalités au Québec ont un droit de veto, mais c'est un pouvoir qui est de suspendre tout simplement une décision. Donc, je l'ai utilisé une fois depuis, je pense que, je ne sais pas si mes prédécesseurs l'avaient déjà utilisé, je n'ai pas de souvenir du moins, ni M. Dolbec, ni M. Fecteau. Mais le pouvoir, le droit de veto vient suspendre une décision du Conseil. Ah, d'accord. Donc, à une réunion au début du mois de mars, je pense, le conseiller Berthelot est arrivé avec une résolution surprise pour enclencher un processus
de changement de zonage des terrains de golf. Ah, d'accord. Dans une résolution qui impliquait aussi, puis ça, on pourra en parler, il nous reste du temps, mais Et il la nous loi, en reste plus beaucoup. la loi 122. Ouais. Donc, la loi 122, la nouvelle loi 122 donne des pouvoirs aux municipalités dans certaines circonstances pour venir suspendre le pouvoir référendaire des citoyens. Donc, et dans la résolution en question, on faisait référence à ces outils urbanistiques-là pour venir imposer, malgré la volonté des citoyens, les changements de zonage des golfs. Donc, évidemment, je me suis objecté à cette résolution-là et j'ai apposé mon veto. Ce qui, donc, dans les faits, c'est que ça oblige le Conseil à réétudier à la réunion suivante. Le point est ramené à l'ordre du jour et là, ça prend une majorité absolue des conseillers pour que la résolution prenne effet. Donc, si le Conseil décide la réunion suivante de réadopter la résolution, la résolution prend effet à ce moment-là. Ça, c'est la différence entre la démocratie puis la politique. Écoutez, oui, bien, vous disiez, si le temps... En discutant, je me disais, bon, aujourd'hui, on a fait un peu... je pense que si vous acceptez, je vais vous réinviter à l'automne pour reparler du municipal. Parce que là, finalement, je suis en train de me dire, Éric Latour va me dire, hey, tu es en mes plates-bandes, vous avez discuté de toutes sortes de choses, mais je pense que mon objectif, c'était d'abord de savoir, est-ce que le maire, c'est le roi? Ou est-ce que le maire, il y a je pense que vous avez répondu, ça vous nous avez orienté, vous avez pas mal orienté. Non, on n'est pas le roi. On se doit de travailler, évidemment, avec... Pour qu'une décision soit effective, on a besoin de 7 votes au Conseil. Donc, sur 12. Sur 12. Ah oui, 7 y compris le vôtre? Y compris le mien. Okay. Donc, dans les décisions importantes, comme par exemple l'adoption du budget, on a eu un vote divisé. Donc, les 3 membres de l'équipe Alain Laplante et les 3 conseillers indépendants ont voté en faveur du budget. Les 6 membres de l'équipe Fecto ont voté contre le budget. Vous avez tranché. Donc, mon vote est devenu prépondérant. Monsieur le maire, c'est déjà tout. On est déjà à la fin, ça passait vite. Mesdames et messieurs, je vous invite à visionner, à regarder les débats oui, j'ai un blanc. Au conseil municipal. Bon, pardon, je m'excuse, j'allais dire à la Chambre. Sur la chaîne YouTube de la Ville ou sur le site de TVH9. Et vous allez trouver ça pas mal instructif. Et je vous invite à nous revenir l'automne prochain. Merci pour l'invitation, ça va me faire plaisir. Alors, merci. Mesdames et messieurs, revenez-nous la semaine prochaine à une autre émission de la Justice entre nous. On approche la fin de la saison, mais quand même.